Ouais, c'est pas faux. Dans les autres salles. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cet atelier du Global Compact ayant pour thème « Entreprise, comment prévenir la corruption sur sa chaîne de valeur ». Comme chaque année, ça fait 2 années d'affilée que je fais un atelier anti-corruption on va dire dans le monde de la RSE du développement durable. On est parfois un peu seul, parce que je crois qu'on est les seuls ateliers sur cette question, mais pour moi, l'anti-corruption est un élément essentiel du développement durable. Donc c'est extrêmement important de le traiter, et donc on a voulu le traiter sur l'angle de la chaîne de valeur, chaîne d'approvisionnement. Ça peut faire le lien avec la loi sur le devoir de vigilance. Avant toute chose, vous pouvez poser vos questions en fait en ligne. Je n'ai pas le droit de faire passer le micro, la Covid oblige. Donc vous pouvez aller sur le site ProDurable, et donc sur notre atelier, il y a de quoi poser des petites questions, un petit module. Et sinon, on est dans une petite salle, on est entre nous, où vous pouvez aussi poser à la fin de la session vos questions par rapport aux 3 interventions que nous allons avoir. Sans transition, je présente nos 3 intervenantes. Alors, tout d'abord, à ma gauche, Madame Johanna de Brito, donc de Bureau Veritas. Voilà, on dira un peu plus. Nous avons au centre Audrey Morin, qui travaille donc à la compliance de Schneider Electric. Et nous avons également Madame Karine Villemot, qui travaille à l'Agence française anticorruption. Donc, c'est la cellule d'appui aux acteurs économiques. Oui, voilà. Département d'appui aux acteurs économiques, donc département qui gagne à être connu. Brièvement, je vais faire juste une petite introduction avant de laisser la parole à nos intervenantes. Notre mandat, c'est traduire les ODD en langage business, les objectifs de développement durable en langage business. C'est quoi le lien avec la corruption ? Bien, tout simplement, il y a un ODD qui n'est peut-être pas forcément le plus connu, c'est pas forcément sur lequel on travaille le plus, c'est l'ODD numéro 16, paix, justice et institutions efficaces. Voilà, là-dessus, c'est extrêmement généraliste. Mais cet ODD comporte en fait des cibles, et notamment une cible extrêmement intéressante, la cible 16.5, qui concerne justement la lutte contre la corruption. Donc il y a vraiment un lien, il y a vraiment un lien. Donc il y avait les pourparlers sur des ODD, et en même temps il y avait certains pourparlers sur la loi Sapin 2 en parallèle. Donc il y a une certaine cohérence. D'aucuns disent que Michel Sapin a un peu regardé cet ODD ou insiste, que la France aurait insisté pour avoir cet ODD. C'est peut-être une légende urbaine, hein. Donc c'est plutôt intéressant. Et puis l'anticorruption, plus que jamais, est d'actualité, notamment auprès des PME en Europe. Je ne sais pas si vous avez lu les derniers articles. Les PME sont aux abois, il n'y a pas beaucoup de liquidités, et quand on est en crise, on a besoin de liquidités. Voilà. Donc en termes de la lutte contre le blanchiment, ça marche vraiment bien quand l'économie va bien. Quand l'économie va mal, c'est plus compliqué. Donc il y a aussi un enjeu pour les PME par rapport aux liquidités, par rapport justement aux relations avec la mafia. Et donc c'est une thématique qui aussi commence à prendre de l'importance en Europe et pas seulement en Italie. Donc voilà, donc sans transition, je vais laisser la parole à Karine Villemot de l'Agence française anticorruption pour un petit rappel peut-être pour le public ici, qui n'est pas forcément spécialiste de l'anticorruption, sur justement la législation, un peu votre rôle à l'AFA plus précisément, et donc également quelques éléments pour une politique anticorruption vis-à-vis des tiers, parce que chaîne de valeur, c'est aussi les relations aux tiers. Tout à fait. Ça fonctionne, ça ? Alors bonjour, Karine Villemot. Je vais vous parler un petit peu de... Alors pour faire la transition avec ce que disait Anthony d'abord, certes, l'anticorruption fait partie des objectifs du développement durable, mais on peut dire que l'anticorruption irrigue l'ensemble des objectifs du développement durable. Comme rappel, le FMI chiffre à peu près à 1500 à 2000 milliards d'euros le coût de la corruption dans le monde, et insiste sur son dernier rapport sur la corruption, sur l'impact considérable sur la paix, la sécurité, mais aussi toutes les infrastructures. On a dans les objectifs du développement durable les infrastructures en matière d'éducation. Donc l'impact que ça a sur le capital humain, tout cet argent qui finalement est ponctionné et ne retourne pas à l'économie. Et ça a aussi un impact considérable donc, pour les entreprises, puisque ça sape la politique budgétaire et monétaire d'un pays.
Donc, toute la capacité à développer une politique attractive, l'attractivité des territoires, et puis aussi une politique monétaire favorable aux investissements, aux marchés financiers, dont les entreprises ont besoin. Donc, c'est pour vous convaincre, si vous ne l'êtes pas déjà, de l'impact considérable que peut avoir la corruption sur l'ensemble des objectifs du développement durable, et sur votre activité en particulier, puisqu'on passe facilement du macro au micro. On y est. C'était de microéconomie, mais enfin, ça me dérange un peu parce que j'ai un peu de la figure. Voilà. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle les États, ça va, vous entendez ? Les États se sont finalement mis d'accord pour lutter activement contre la corruption. Un des premiers grands pas qui a été fait en la matière, c'est évidemment la convention de l'OCDE de 1997 de lutte contre la corruption transnationale. Et ils ont du coup décidé d'en faire une infraction pénale sur la base d'une évaluation par les pairs de l'ensemble des États membres, de leur législation, de la législation en matière de lutte contre la corruption. Dans le cadre du GRECO également, du Conseil de l'Europe, en 1999, et puis la Convention Mérida, dans le cadre des Nations Unies, rentrée en vigueur en 2005. Également sur le principe de l'évaluation par les pairs des législations en œuvre et des actions réalisées par les États membres en matière de lutte contre la corruption. Et on aboutit finalement, à la suite de la dernière évaluation de la France, la prochaine arrivant cette année, de l'OCDE en 2012, qui aboutit à l'adoption de la loi Sapin II du 9 décembre 2016 et de la création d'une agence dédiée, donc l'Agence française anticorruption, qui est un service à compétence nationale. Ça ne vous parle pas beaucoup, mais c'est une entité indépendante des ministères, tout en étant toutefois, ce n'est pas tout à fait une autorité administrative indépendante, mais toutefois indépendante des politiques publiques. L'idée de faire une agence, c'est pas des politiques publiques, du calendrier électoral. Et donc de la rattacher toutefois au ministère de la Justice et au ministère des Finances. C'est donc une agence composée d'à peu près 70 ETP. Elle est subdivisée en deux grandes sous-directions, une sous-direction du contrôle et une sous-direction du conseil. Chacune subdivisée aussi en départements, donc du contrôle des acteurs publics et des acteurs privés. L'idée étant justement, en comparaison avec, d'aller plus loin que la première loi Sapin de 2013 qui concernait essentiellement les acteurs publics, pour aller jusqu'au contrôle des acteurs privés. Et puis, un département du conseil des acteurs privés, auquel j'appartiens, et également un département du conseil des acteurs publics. Alors l'idée, on l'évoquait précisément avec les autres intervenantes tout à l'heure, c'est presque une démarche un peu schizophrène, qui est assez méconnue en plus de la part du grand public dans l'administration. Le fait d'avoir à la fois une branche conseil et une branche contrôle. Et je crois qu'un des grands succès de l'AFA, ça a été justement de réussir cette alchimie, finalement, d'instaurer une véritable relation de confiance avec l'ensemble de nos interlocuteurs, en particulier du monde économique, puisqu'au départ, il y avait une vraie méfiance à l'égard de l'agence. On va être contrôlé, les amendes sont élevées, Et puis finalement, à force de pédagogie, on a beaucoup travaillé, je n'irai pas jusqu'à dire main dans la main, mais enfin de très, très près, notamment des fédérations. Je vous expliquerai en quoi ça a été vraiment un élément important, pour convaincre les acteurs privés en particulier, qui étaient un petit peu réticents à venir vers la puissance publique, que l'objectif c'était de progresser conjointement, de faire comprendre à la fois en quoi
l'anticorruption était nécessaire à leur business et à leur réussite, et puis dans quelle mesure ils pouvaient faire confiance à la puissance publique pour à la fois s'adresser à nous en cas de difficulté, poser les questions qui posent difficulté. C'est pas évident de mettre en place un dispositif de prévention et de détection de la corruption, et donc qu'on les accompagnait dans cette démarche pour les aider à réussir, tout en ayant à côté effectivement une branche contrôle, mais qui est nécessaire, parce que la peur du gendarme est une nécessité aussi. D'abord parce que sinon, il y aurait forcément un comportement de passagers clandestins, et qui pèserait aussi sur les entreprises les plus vertueuses, puisqu'elles engageraient des moyens financiers, humains, dans une politique que leurs concurrents n'engageraient pas, et ça serait autant de mesures anticoncurrentielles, finalement, et qui pèseraient sur leur activité. Donc le contrôle, c'est à la fois nécessaire du point de vue du respect des obligations, mais c'est aussi nécessaire pour les entreprises les plus vertueuses qui ont l'assurance que leurs partenaires auront les mêmes obligations qu'elles. Donc la loi Sapin 2, on va l'appeler comme ça parce que c'est un petit peu plus simple que de l'apprendre in extenso, elle a cette originalité, et c'est un choix qu'on a fait en droit français. Ce n'est pas le cas de la grande majorité de nos partenaires, notamment anglo-saxons, qui est d'instaurer en amont du contrôle, en fait, en réalité, une obligation de prévention et de détection de la corruption au moyen d'un dispositif fondé sur l'adoption des meilleurs standards en matière d'anticorruption. Dans les pays anglo-saxons, c'était relativement connu, surtout pour les grands groupes, notamment aux États-Unis et aussi en Grande-Bretagne et un petit peu plus tard. Lorsqu'il y a un contrôle, par exemple, et des faits de corruption détectés, il y a une obligation d'adopter des mesures de remédiation, et donc qui correspondent à l'adoption d'un dispositif de prévention et de détection de la corruption tel qu'on l'a décrit et défini dans l'article 17 de la loi Sapin 2. En France, on a choisi d'anticiper finalement sur ce mouvement, plutôt que de rentrer directement dans l'infraction et la sanction. On va inciter pour les plus petites, obliger pour les plus grandes, donc celles qui relèvent de l'article 17 de la loi Sapin 2, c'est-à-dire qui font plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et 500 salariés, d'adopter un dispositif de prévention et de détection de la corruption fondé sur 8 piliers, que sont l'adoption d'un code de conduite, une cartographie des risques anticorruption. Je ne sais pas quel est votre degré de maturité sur ces dispositifs. On peut y revenir si vous le souhaitez. Et en particulier, donc, un dispositif d'évaluation de l'intégrité des tiers, puisque c'est un des sujets clés de cette conférence, qui est dans quelle mesure les entreprises qui ne sont pas impactées qui ne relèvent pas de l'article 17, donc qui n'ont pas l'obligation d'adopter un dispositif de prévention et de détection de la corruption, des plus petites entreprises, vont pouvoir être impactées finalement, et quel intérêt elles ont, elles aussi, à adopter un comportement éthique et à le faire savoir, et à le formaliser aussi dans leur stratégie d'entreprise. Alors, outre le fait que la corruption a des effets détestables et sur la société et sur l'économie, et que les entreprises ont un rôle à jouer, et toute l'idée de la loi Sapin, c'est aussi d'associer l'ensemble des acteurs économiques à cette politique. L'idée étant qu'on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque entreprise, finalement, chacun va adopter un comportement éthique qui aura un effet de ruissellement dans l'économie, pour adopter un terme assez familier en économie, via notamment le dispositif d'évaluation de l'intégrité des tiers. Le système fonctionne de cette manière. Les grandes entreprises ont l'obligation d'évaluer, du point de vue du respect des normes anticorruption, l'ensemble de leurs tiers, donc les entreprises qui relèvent de l'article 17.
Et donc de les évaluer, soit via un questionnaire. Ce qui se passe très souvent, surtout pour les très grands groupes, elles ont des fournisseurs de solutions, elles font appel à des fournisseurs de solutions, plus ou moins, de façon plus ou moins aboutie, soit d'outils qu'elles utilisent et qu'elles exploitent ensuite en interne, soit sur un tiers particulier qu'elles ont elles-mêmes identifié via leur cartographie des risques, elles vont externaliser la prestation et l'évaluation. Bon, lorsque vous êtes vous-même partenaire de ces grands groupes, vous allez faire l'objet d'évaluations. Vous allez être l'objet de ces évaluations, vous allez être rentré dans ces systèmes en tant que tiers, en tant que prestataire. Et donc, l'impact de votre activité et de l'adoption des dispositifs que vous aurez eus, de votre histoire. Est-ce que vous aurez été impliqué? Est-ce que vous avez dans votre entreprise des personnalités politiquement exposées? Est-ce que est-ce que vous avez déjà été impliqué dans des affaires de corruption? Est-ce que vous avez adopté un code de conduite en matière anticorruption? Est-ce que ça va faire l'objet d'évaluations et ça va donc impacter la relation que vous allez avoir avec vos principaux grands partenaires. Et c'est de cette façon que cette chaîne, en fait, se met en route et qu'on identifie un risque fort pour des entreprises de se voir progressivement écartées des marchés, et pour cette raison, en fait. Donc c'est pour vous convaincre de la nécessité absolue d'adopter ces dispositifs et ces comportements et ces mesures de manière à ne pas, finalement, sans l'avoir anticipé, se retrouver écarté de certains marchés, de certains partenariats essentiels. Ça va aussi être le cas pour les entreprises, notamment qui font appel à des investissements publics ou semi-publics, où la grande majorité des banques d'investissement, de la Banque mondiale à la Banque asiatique d'investissement ou à la BEI, la Banque européenne d'investissement et ça, évaluent également les entreprises auxquelles elles accordent des fonds et écartent systématiquement toute entreprise qui aurait été impliquée dans une affaire de corruption d'une manière ou d'une autre. Donc là aussi, il y a un système d'exclusion croisée mis en place. Elles ont des accords entre elles qui font que si l'une adopte une sanction pour la Banque mondiale, c'est pas des sanctions juridiques, hein, c'est des sanctions administratives si l'une d'entre elles adopte une sanction à l'égard d'une entreprise, l'ensemble des banques d'investissement vont adopter les mêmes mesures. Donc ça peut avoir, pour des entreprises qui sont fortement dépendantes dans leur activité de ce type d'investissement, un impact considérable, quelle que soit leur taille finalement. Voilà, ça permet de relativiser un petit peu cette vision très tranchée des entreprises assujetties article 17, c'est-à-dire qui relèvent des obligations légales, et celles qui ne relèvent pas des obligations légales, puisqu'elles vont se retrouver impactées par le dispositif à un moment ou à un autre. Généralement, ou très souvent en tout cas, des PME et des ETI ne fonctionnent pas sans des partenariats avec des plus grands groupes. Donc, d'une manière ou d'une autre, elles se retrouveront impactées, et on vous encourage fortement à évaluer d'abord quelle est la part des activités au sein d'une entreprise qui est réalisée avec ces grands groupes, hein, et ce qui permet d'identifier finalement le risque, et le risque de perdre un marché avec un partenaire. Et de ce point de vue-là, vous avez la possibilité, et on vous y encourage également, donc pour revenir un petit peu donc, à l'Agence française anticorruption et à son rôle, la France a décidé de mettre à disposition des entreprises un service dédié, qui est donc le département d'appui aux acteurs économiques, pour les accompagner
dans la mise en œuvre de ces dispositifs, quelle que soit leur taille, que ce soit des grands groupes qui relèvent de l'article 17, et donc de l'obligation législative, ou que ce soit des plus petites entreprises qui ne relèvent pas, mais qui souhaitent toutefois adopter un dispositif de prévention et de détection de la corruption. On passe beaucoup par les fédérations. Ça permet de fonctionner sur le mode du Chatham House, c'est-à-dire qu'elles peuvent rester anonymes. Prenez attache auprès de vos fédérations pour savoir ce qui est mis en place, et si elles le souhaitent, elles peuvent également prendre attache auprès de nous, puisqu'on organise depuis longtemps des ateliers techniques sur chaque dispositif. On s'adapte aussi aux attentes des membres. Il y a aussi un certain nombre de secteurs qui ont plusieurs législations qui se chevauchent. Ça sera probablement, et ça me permet de faire le lien aussi avec la thématique du jour, qui est celle du développement durable. Ce n'est pas du tout impossible qu'un certain nombre d'obligations, que la conformité finalement s'étende aux questions environnementales, puisqu'il y a une véritable volonté de faire progresser cet axe-là. Et de la même manière qu'on a eu finalement la conformité en matière bancaire et financière, avec toutes les normes prudentielles, et qu'il y a un lien également avec l'anticorruption, de la même manière, il est fort à parier que dans les années à venir, de la même manière qu'on a voulu étendre la convention judiciaire d'intérêt public aux questions environnementales dans les évolutions de la loi sur la justice, on étend également un certain nombre, le principe de la conformité finalement, également aux normes environnementales. Et donc il y aura un intérêt à embrasser l'ensemble de ces questions de conformité dans un ensemble. Et évidemment, il y a un lien entre la corruption. On peut très facilement imaginer que pour remporter un marché et s'exonérer du respect d'un certain nombre de normes environnementales, on ait recours à la corruption par facilité. Et donc, il y a un intérêt très puissant à lier ces deux problématiques, puisque la corruption, ce n'est pas une fin en soi. La corruption, c'est un moyen pour arriver à une fin. Et la fin, ça peut être aussi bien la violation de normes environnementales que la violation des règles du marché. On s'est beaucoup attaché à la violation des règles du marché jusqu'à présent, mais la violation d'autres règles sociales, sociétales, environnementales sont souvent la finalité aussi bien que le reste. La corruption, encore une fois, ne reste qu'un moyen. Merci beaucoup, Karine Villemot, pour cette présentation. Alors, on va passer au témoignage d'une entreprise avec Audrey Morin, une entreprise à la fois globale et locale, je dirais, la plus locale des entreprises globales, comme vous dites. Donc, pour présenter justement votre politique anti-corruption, mais également votre politique vis-à-vis des tiers, parce que vous avez des tiers à peu près partout. Je sais pas, j'ai pas le nombre de fournisseurs que vous avez, mais il est vraiment énorme. Donc, voilà, donc je laisse la parole à Audrey. Merci Anthony. Oui, bonjour à tous. Alors justement, pour donner quelques chiffres sur Schneider Electric, donc on est une entreprise présente dans plus de 110 pays dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 28 milliards d'euros, et avec justement un business model qui évolue depuis, on va dire, une dizaine d'années vers de plus en plus de digitalisation des systèmes de gestion de l'énergie et d'automatisation. Ce qui nous amène à avoir justement une chaîne de valeur qui est composée, on va dire, en grande catégorie de fournisseurs directs, mais aussi indirects, notamment en matière d'approvisionnement des matières premières, mais également des composants électriques. Et une deuxième catégorie que je mettrais dans une catégorie assez large de sous-traitants, notamment pour travailler sur des projets, soit à destination directement de donneurs d'ordre dans des grands projets d'infrastructure ou via justement des entreprises de type du secteur de la construction qui vont justement chercher un prestataire comme Schneider Electric pour mettre en place l'ensemble de la gestion énergétique des bâtiments.
Donc on a une multiplicité en fait des sources d'approvisionnement, également des partenariats avec l'ensemble de nos tiers. Et il est vrai que Schneider Electric est très souvent connu pour finalement la partie environnementale dans sa stratégie de développement durable, mais peut-être un peu moins sur des aspects peut-être plus, on va dire, sans que ça soit négatif, technique, pour reprendre un peu cette idée de moyens. C'est-à-dire que derrière, finalement, une politique environnementale, il y a un ensemble de risques qu'il faut prendre en compte, notamment le risque de corruption qui est, je crois, aujourd'hui auprès du grand public de plus en plus présent, notamment la crise que nous venons de traverser. On a pu le voir, nous, au sein de notre organisation, en faisant une veille assez rapide, que c'est un sujet qui montait de plus en plus auprès des directions de journaux pour faire le lien entre la crise sanitaire, le manque d'accès à des masques ou même au gel hydraulique et des problématiques de corruption de gouvernements étrangers. Mais également entre acteurs économiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, de ces histoires que certaines personnes relayaient sur le tarmac des aéroports où on donnait justement une somme d'argent pour détourner un approvisionnement, par exemple, de masques. C'est une réalité qui, justement, met en lumière que derrière, en fait, des considérations qui sont complètement louables, il y a toujours, en effet, une problématique très terrain où la fin ne justifie pas forcément les moyens. Chez Schneider Electric, on a justement depuis plus de 15 ans une charte éthique qui s'appelle les principes de responsabilité, qui est un peu notre moelle épinière en matière justement de stratégie de développement durable. Et en 2018, nous avons enclenché un grand chantier de refonte de cette charte éthique, afin notamment de prendre en considération non plus simplement un engagement que nous prenions auprès de l'ensemble de nos parties prenantes, mais réellement d'identifier là où sont à la fois nos risques, mais aussi nos opportunités. Et je pense que pour faire le lien avec les ODD et pourquoi il est important de mettre au même niveau la lutte anticorruption que les autres ODD, c'est parce que ça participe finalement à une stratégie de développement durable, mais au-delà de ça, finalement, au principe même des ODD, qui est d'avoir une société plus juste, plus transparente, et qui finalement, pour réaliser certains objectifs en matière de développement durable liés justement à la lutte contre le dérèglement climatique, ou même à une meilleure prise en compte des droits humains, derrière, il y a des choses très pragmatique, comme la lutte anticorruption dans la chaîne de valeur. L'un ne va pas sans l'autre, parce qu'en effet, c'est une question d'intégrité dans les affaires, en tout cas pour nous, acteurs économiques, qui après est bien sûr relayée par les gouvernements ou non, puisque, encore une fois, en étant localisé dans plus de 110 pays, il y a des acteurs économiques qui ont des intervenants publics, comme en France, avec des organisations qui poussent justement à une mise en place d'une intégrité professionnelle dans la vie des affaires, et d'autres gouvernements qui poussent justement à aller dans l'autre direction. Mais là aussi, tout est la question finalement de nos risques et de l'opportunité à peut-être aller contre le vent local pour poursuivre un objectif qui va au-delà finalement des considérations locales, et notamment faire le lien avec les ODD. Cette charte éthique, nos principes de responsabilité, donc nous l'avons finalisée en 2019. Nous avons fait une grande campagne de promotion en interne, et elle a pour mérite justement de clarifier finalement l'ensemble des sujets qui sont pour nous au cœur finalement de notre stratégie de développement durable, avec, et je vous invite à la consulter sur notre site, avec justement un angle spécifique sur justement tout ce qui est conduite des affaires éthiques, qui s'est retrouvé intégré au fur et à mesure des mois comme un bloc dans finalement la définition de notre devoir de vigilance, et comment tout ce qui avait été mis en place depuis plusieurs années, notamment en matière de vérification de nos tiers, alors en amont, mais aussi pendant la relation contractuelle avec des audits, comment intégrer finalement cette dynamique d'éthique des affaires
au même titre que finalement vérifier la performance environnementale ou le respect des droits humains auprès de l'ensemble de notre chaîne de valeur. Il faut savoir que aussi cette charte éthique, nous avons décidé aussi de la promouvoir en externe, notamment auprès de nos fournisseurs. Et nous avons notamment fait un gros travail de revue en fait, de notre plan de vigilance pour intégrer dans la cartographie des risques de devoir de vigilance cette dimension. Qui finalement, avec deux sources d'information, une information qui venait notamment de nos achats, qui ont été donc interrogés pour savoir quels étaient les risques qu'ils voyaient, mais également pour prendre en compte, et c'est là où je fais le lien avec justement la présentation que nous avons eue sur le programme anti-corruption de Sapin 2, faire le lien avec notre cartographie des risques anti-corruption que nous avons réalisé il y a quelques années et que nous updatons de façon régulière, mais pour s'assurer que au-delà simplement d'avoir un travail qui va aller de voir finalement nos acheteurs pour identifier avec eux leurs risques, plus spécifiquement, dans une dimension très holistique, on va les interroger sur les risques environnementaux, les risques de droits humains et les risques d'éthique des affaires, avec l'ensemble des sujets qui peut être intégré dedans, de faire le lien avec notre exercice de cartographie des risques, plus spécifiquement de compliance et donc de corruption, où là nous avons justement pu avoir une approche multipartite pour identifier le risque, alors à la fois des acheteurs, mais aussi à la fois finalement un ensemble de collaborateurs, notamment les financiers, qui peuvent eux-mêmes identifier des risques que n'ont pas forcément vu les acheteurs. Donc mettre en place finalement cette consultation en interne qui permette finalement de capter l'ensemble des sources d'évaluation de nos risques en matière de corruption et l'intégrer dans notre plan de vigilance. Alors tout ça, c'est un processus qui se veut dynamique et je pense qu'il est essentiel de comprendre, et c'est un peu ce que vous disiez sur le rôle de l'AFA, tout ça est une dynamique qui se met en place, qui n'a rien de figé dans le marbre, et notamment un changement ne se met pas en place en un an, et encore moins dans toute une chaîne de valeur, sachant que, comme vous l'avez rappelé, nous, en tant que donneurs d'ordre, grosse entreprise multinationale, en effet, on ne va pas demander le même niveau d'exigence en matière de problèmes de conformité à une ETI, que ce soit en France ou dans un autre pays, parce que tout ça, quand même, il y a quand même un but, c'est de maintenir et d'accroître le business. Et il est important toujours quand même d'avoir à l'idée que finalement, le fait d'être éthique dans nos moyens de contribuer à la création de valeur de notre entreprise, on a quand même toujours une fin qui est la création de valeur. Donc, soyons toujours pragmatiques, et en effet, ce pragmatisme vient avec notamment le dialogue des parties prenantes, et là aussi, on retrouve toute la stratégie, méthodologie en fait de création d'une stratégie d'entreprise qui se veut tourner vers les ODD, avec justement l'implication de l'ensemble des parties prenantes, internes et externes. Externes, en effet, les régulateurs, mais également finalement toute la chaîne de valeur. Et c'est l'idée de mettre en place justement une idée très opérationnelle finalement du dialogue sur ces questions-là, qui nous permet justement d'avancer petit à petit avec nos fournisseurs ou nos sous-traitants. Et justement, alors pour reprendre ce que tu disais sur la plus locale des global compagnies, c'est encore plus vrai depuis le Covid, où il y a eu un très fort pouvoir décentralisé auprès de nos présidents pays, qui, notamment pour assurer une réaction immédiate, une flexibilité dans la prise de décision pour faire face à la crise sanitaire et la crise économique, mais justement, avec toujours en base cette idée que chaque acteur local est porteur de ce projet qui se veut justement un projet de construction d'une relation ou de changement d'une relation avec nos fournisseurs pour amener en fait à un but que nous estimons être directement lié à la création de valeur de l'entreprise. Et c'est notamment pour ça que
notre baromètre, donc on a un baromètre extérieur sur lequel nous avons pris des engagements en matière de développement durable. Nous avons un volet éthique qui couvre les sujets éthiques et de compliance. Nous avons justement mis en place depuis quelques années des objectifs de vérification, d'audit en fait de nos tiers. Alors, encore une fois, peut-être sur un sujet qui est important aussi de souligner, c'est-à-dire que ce dynamisme en fait en matière de lutte anticorruption, il est aussi lié avec l'idée qu'il faut toujours être quand même être pragmatique, et le pragmatisme induit l'idée de risque, c'est-à-dire que voilà, de se baser sur des zones à risque. Il est essentiel de toujours garder cela à l'esprit, et dans nos objectifs donc, qui sont chiffrés, qui sont audités par notre tiers vérificateur, qui sont publiés d'ailleurs tous les trimestres, nous nous assurons justement de choisir dans notre chaîne de valeur les fournisseurs les plus à risque par rapport à notre cartographie, et de cette base-là, en fait, d'identifier en fait, notre plan d'audit qui va se mettre en place pour les auditer sur l'ensemble des paramètres de notre stratégie de développement durable, avec en premier lieu la question d'éthique des affaires, où là, ça va être à la fois une question d'audit du fournisseur, donc voilà, un audit documentaire, mais aussi un audit sur site si des problématiques sont rencontrées, et également une vérification, notamment des vérifications qui peuvent se faire sur soit des données publiques, soit des données privées, mais pour entrer plus après dans une approche par les risques qui n'est pas simplement déclarative en premier lieu, mais qui se veut aussi ce qu'on appelle le terme en anglais de due diligence, s'assurer que toutes les vérifications ont été faites, ce qui induit d'aller chercher aussi la source d'information ailleurs. Et c'est vrai que dans cette dynamique, encore une fois, on voit une évolution, notamment dans la façon aussi de créer cette relation de confiance avec notre chaîne de valeur, mais c'est une relation de confiance également avec nos propres clients, parce que là encore, une fois, nous ne sommes pas des end-users, comme on dit en anglais. Nous ne sommes qu'une brique finalement dans la chaîne de valeur. Et finalement, si ce n'est pas le régulateur qui vient nous voir, c'est nos clients qui viennent nous voir. C'est les banques également qui viennent nous voir. C'est des banques d'investissement. C'est également nos partenaires stratégiques. Donc tout ça là encore. Une fois, je pense que c'est cette dynamique qui se met en place à la fois finalement avec notre propre chaîne de valeur, donc avec nos fournisseurs, mais également en amont avec nos clients, nos partenaires, qui sont de plus en plus finalement regardants sur ces questions de lutte anticorruption, et qui, soit parce qu'eux-mêmes ont eu un contrôle de l'AFA, soit il y a quelques années, c'était comme vous le disiez, les entreprises américaines ou les filiales américaines des sociétés françaises qui savaient que le régulateur anglo-saxon, notamment américain, allait voir s'il y avait un programme de conformité pour notamment baisser les amendes. Tout ça se met petit à petit en place comme un sujet. Alors, je ne vais pas dire central, parce qu'en effet, quand il y a un RFP, le sujet central, ce n'est pas de savoir si on a une politique efficace en matière d'anticorruption ou en politique de promotion des ODD. Mais de plus en plus, comme finalement la qualité de nos produits, la qualité de nos solutions, comme un élément à part entière qui représente dans des appels d'offres parfois 15%, 20%, voire 30% parfois, finalement de la note finale entre guillemets, et qui peut faire basculer dans le positif comme dans le négatif notre groupe sur la manière d'obtenir des affaires. Donc là, encore une fois, c'est une idée d'être nous-mêmes partie intégrante de cette chaîne de valeur et de contribuer finalement aux ODD tout en ayant le but de contribuer à la valeur de l'entreprise. Merci beaucoup Audrey. Le mot audit a été, tu as cité le mot audit plusieurs fois, et de tiers vérificateur. Donc nous avons Johanna de Brito, donc du Bureau Veritas. Johanna, Bureau Veritas, quelle est pour vous la vérité, Veritas vérité en latin, la vérité d'un bon audit, un bon audit de tiers en matière d'anticorruption?
matière d'anticorruption, et là j'ai envie de dire tout de suite, nous on a des principes qui vont s'appliquer, alors bien sûr sur l'anticorruption, mais aussi sur d'autres thématiques, parce qu'en fait historiquement, nous avons commencé à travailler sur les audits fournisseurs il y a de ça plusieurs années. Et à l'époque, en fait, nos clients nous demandaient déjà en fait, d'inclure dans leurs audits fournisseurs, en plus de de la thématique environnementale, de la thématique sociale, la thématique business éthique. Et en fait, c'est un peu par la petite porte qu'on a commencé à débuter avec ce sujet-là, qui était, on doit le dire, pas une priorité autrefois, qui le devient de plus en plus et qui va être intégré maintenant, j'ai envie de dire, de plus en plus, comme Schneider Electric tente de le faire au travers des différentes directions. Donc nous, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on a, j'ai envie de dire, une demande client pour un audit fournisseur? On a, j'ai envie de dire, dans la plupart du temps, 2 cas de figure. Soit notre client souhaite avoir un audit qui comporte plusieurs volets, c'est-à-dire social, environnemental, éthique, business continuity, soit le client va plutôt être, j'ai envie de dire, intéressé uniquement à l'anticorruption. Alors, comme autrefois, nous étions amenés à mélanger les genres, mais avec la recrue, j'ai envie de dire, d'intérêt pour tous les secteurs et pour tous les entités économiques à avoir des systèmes de management anticorruption perfectionnés, on est amené à proposer en fait des audits spécialisés qui sont basés sur la norme que vous connaissez peut-être, la 37001, qui est en fait une norme internationale ISO qui reprend le système de management anticorruption, qui est paru en 2017 et qui nous a permis, en tant que tiers indépendant, de vraiment pouvoir asseoir notre méthodologie en termes d'audit sur cette thématique-là. Mais je repars vraiment sur le constat que pour faire un bon audit anticorruption, on a appliqué, j'ai envie de dire, la majorité des grands principes qu'on a toujours appliqués sur les autres audits. C'est-à-dire, et là je vais vous en citer quelques-uns, mais vu le temps, je vais me concentrer sur les plus importants. Je pense que tout d'abord, le choix du référentiel. Quand on veut faire un audit, il faut savoir ce qu'on veut auditer. Donc ça paraît tout bête, mais il faut déjà un code de conduite. Il faut quelque chose qui puisse pour nous donner un repère sur les exigences qu'on va devoir aller auditer. Donc le choix du référentiel. On a des audits qui intègrent l'anticorruption, comme les audits SMETA 4 piliers, le BSCI. Voilà, il y a différents référentiels internationaux qui incluent déjà, j'ai envie de dire, l'anticorruption et d'autres thématiques. Donc là, pour nous, c'est entre guillemets plus facile parce qu'on reprend ces référentiels et on va les auditer par rapport à ces exigences. Les entreprises ont de leur côté, dans la plupart des cas, adopté un code de conduite interne ou suivent le code éthique spécifique au référentiel. Mais on a j'ai envie de dire, une très bonne base. Le deuxième cas de figure qui peut se présenter, c'est qu'un de nos clients souhaite avoir un audit, ce qu'on appelle sur mesure. Et là, le référentiel peut être construit avec eux, ce qui nous donne, nous, la capacité d'avoir réellement un impact au niveau des exigences. On se base alors effectivement sur le contexte de l'entreprise. Et là, ça va rejoindre mon deuxième point. Pour faire un bon audit, il faut vraiment s'adapter au contexte. Parce qu'il n'y a pas une organisation qui a, j'ai envie de dire, les mêmes réalités, la même cartographie des risques, les mêmes enjeux. Donc pour nous, un autre point essentiel, c'est la préparation en amont, la compréhension du contexte et la préparation aussi à l'interne pour l'entreprise. Alors il se peut que l'entreprise aille passer un audit interne au préalable et qu'ils viennent ensuite nous voir pour qu'on puisse, j'ai envie de dire, nous certifier d'une manière indépendante ce qu'eux ont pu constater sur un audit à l'interne. Ou alors on va prendre depuis le début avec eux et on va les amener dans une préparation. En tant que partie tiers indépendante, on ne fait pas de ce qu'on appelle du consulting. Donc là, on peut aussi les amener, c'est ce que je disais, l'importance du réseau. Nous, il faut qu'on les amène sur des acteurs autres, des cabinets d'avocats, voilà, qui puissent les accompagner sur cette démarche de préparation. Mais elle est essentielle, en fait. Il faut que les employés soient au courant de la démarche. Il faut que les procédures basiques soient déjà là. Sinon, un audit n'a aucun sens. Ça, c'était un point qui me paraissait très important. Un autre point, mais qui est, alors j'ai envie de dire, un peu plus technique. Nous, on constate que des audits, et ça se fait de plus en plus heureusement sur les référentiels internationaux, c'est cette partie entretien confidentiel avec les employés, avec les managers,
vraiment cette remontée d'informations qui est, j'ai envie de dire, presque quasi unique lorsqu'on se retrouve face à face avec un audité. Et là, c'est vrai ça nous permet vraiment de faire une différence au niveau de la qualité des informations qui sont capturées pendant l'audit. On parle d'audit documentaire, on le fait aussi, on parle d'audit sur site. La valeur ajoutée d'un entretien confidentiel, elle nous paraît fondamentale sur des problématiques anticorruption et autres, encore une fois. Une chose peut-être, et je sais qu'on est un petit peu au niveau court du temps, mais qui me paraît aussi essentielle, c'est l'après-audit, en fait, le suivi du plan des actions. Parce qu'un audit, comme vous le savez, ça se fait à un temps T. Il y a quelque chose qui se passe après, la cartographie des risques, il faut la remettre à jour. Le fournisseur, il va se retrouver dans une situation différente. La réalité change, on l'a vu avec Covid. Voilà, il y a ce suivi qui est fondamental. Et je pense que pour faire un bon suivi, et là, la confiance a été évoquée par mes deux autres collègues, elle est fondamentale. Donc, en fait, pour faire un bon audit, il faut une relation de confiance. L'audit surprise, l'audit où on arrive et personne n'est au courant de rien, on le sait, en termes de qualité, il est moindre. Il apporte d'autres choses, mais sur un thème comme l'anticorruption, c'est quelque chose qui est fondamental pour nous, c'est qu'il y ait vraiment cette relation de confiance. Donc ça, c'était des points qui me paraissaient importants. Après, on l'a évoqué aussi, la difficulté pour nos clients de rationaliser et de faire en sorte qu'il n'y ait pas 10 audits par année sur un même fournisseur, parce que la compliance va venir, parce que le département environnement va venir, parce que. Au final, un fournisseur, comme vous le savez, il y a une fatigue, la fatigue des audits. Et pour nous, un des plus grands challenges et un point sur lequel on essaye vraiment j'ai envie de dire, de réfléchir d'une manière intelligente, c'est l'intégration des risques 360, c'est-à-dire de ne plus regarder qu'une seule thématique, encore une fois, mais de décloisonner, de ne plus réfléchir en silo, mais vraiment d'avoir cette approche globale. Et là, on arrive sur des audits qui sont, alors j'ai envie de dire, complexes. Et là, la qualité des auditeurs est très, très importante. Ça sera peut-être mon dernier point. Le profil des auditeurs qu'on choisit sur nos missions devient de plus en plus complexe parce qu'on a besoin de gens spécialisés, mais en même temps généralistes. Mais la différence est là. Des gens qui ont une vision globale peuvent vraiment, j'ai envie de dire, faire gagner du temps à tout le monde et ramener aussi des résultats qui peuvent être utilisés au mieux par les différents départements d'une entreprise. Donc voilà, c'était un peu les points que je voulais souligner rapidement parce que c'est pour moi fondamental. Merci beaucoup, Johanna. On n'a qu'un petit peu de temps pour les questions. Alors, vous pouvez le faire par oral en élevant la voix. Et j'ai aussi déjà des questions sur le module de ProDurable. Donc, par oral, y a-t-il des questions? Non. Ah. Oui, madame. C'est une question pour Audrey Morin. Du coup, avec qui travaillez-vous pour vos audits? Alors, on a plusieurs auditeurs. On a soit justement des grands cabinets, dans les Big Four, on va dire. Mais aussi, comme on essaye d'avoir aussi des auditeurs qui peuvent comprendre le contexte local, il nous arrive très souvent aussi de travailler avec des auditeurs qui sont reconnus en fait pour finalement leur expertise du contexte local. Donc je ne peux pas vous donner des noms, et puis aussi parce que j'évite en général de donner comme ça, mais on a mis en place, disons, dans le programme d'audit, cette pluridisciplinarité quelque part des profils, parce que comme vous le soulignez, la spécialisation est importante, mais aussi dans cette spécialisation, il y a la question notamment de corruption, d'environnement, de droits humains, etc. Mais il y a aussi cette spécialisation qui parfois, si on ne comprend pas le contexte local dans lequel on opère, un auditeur va finalement donner un résultat d'audit qui ne correspond pas à la réalité et donc sur lequel on ne pourra pas prendre des plans d'action qui seront à la fois pertinents mais aussi efficients. Et là, je rebondis sur le point, quand on parle de soft skills, pour un auditeur, c'est extrêmement important, l'attitude, mais aussi, j'ai envie de dire, la connaissance de la langue, tout simplement. Oui, sur certains pays, on doit même arriver sur un dialecte. Exact. Donc, il y a des contraintes. En Inde, par exemple. Voilà, pour ne pas citer l'Inde. Et c'est vrai que là, on se retrouve dans des cas de figure où c'est compliqué de trouver la personne qui aura le profil qui réunit tous ces critères, mais c'est fondamental.
Donc il faut autant passer du temps, à mon avis, à choisir ses auditeurs que finalement à définir la stratégie d'audit. Parce que de là, en fait, dépend à la fois votre efficacité, mais aussi de justifier pourquoi vous déboursez du budget pour ça. D'autres questions de vive voix? Oui. J'ai une question concernant justement la relation de confiance dont vous parlez et le fait de prévenir et préparer l'audit en amont, mais justement pour contrôler des choses comme la corruption, la protection des droits humains, etc., qui sont par définition contraires à la loi, en tout cas en France. Est-ce que justement le fait de prévenir et d'arriver, est-ce que justement ça n'éloigne pas un petit peu de la réalité qui est autre les jours où il n'y a pas d'audit, justement? Alors en fait, Des choses qui sont cachées. oui. Alors en fait, il y a différentes techniques, différents contextes, différents, j'ai envie de dire, audits, types d'audits pour une même mission. C'est-à-dire qu'on peut définir avec un organisme qu'on va commencer par des audits annoncés. Ensuite, au vu des résultats, selon le climat, la température, le contexte ou la cartographie des risques aussi, voilà, parce qu'on se base là-dessus, on dit sur ce pourcentage ou sur certains fournisseurs-là, on va partir sur de l'audit non annoncé. Donc c'est tout à fait, ça fait partie de la, j'ai envie de dire, de la boîte à outils selon vraiment les situations. Mais c'est rare qu'on commence par des audits non annoncés ou alors il y a un gros contexte derrière qui fait que c'est justifié. Encore une fois, c'est vraiment en comprenant le contexte. C'est pas forcément la dernière carte à jouer, mais c'est en tout cas une carte qui peut être pertinente sur certains cas bien précis. Tout à fait. Sur un audit annoncé, vous pourriez par exemple décider de prolonger un petit peu ou de revenir quelques jours après. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Parce que oui, les investigations. Ça y ressemble de plus en plus, oui, c'est sûr. Je vais devoir clôturer cette session en vous remerciant tous. J'aurais juste une petite question pour Karine Villemot. On a parlé de ISO 37001 et on entend souvent dire oui, mais l'AFA conseille ISO 37001. Et en fait, j'aimerais savoir en fait quelle est la position de l'AFA parce que je ne pense pas que vous conseillez un référentiel ou un autre. On ne conseille pas particulièrement la norme 37 ISO 37001. C'est une norme ISO, donc c'est une norme de qualité, c'est une évidence. Mais on la conseille pas plus qu'une autre. Et ce qu'on tend à dire en général, c'est plus que l'importance de lier l'ensemble des éléments d'un dispositif et que tout se tient en fait. Voilà. Donc la démarche holistique. Donc la démarche holistique. Très bien. Je vous remercie tous. Je remercie les trois intervenantes pour cet atelier. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter. On va continuer à creuser le volet anticorruption qui est très important et qui est à la base aussi de la démarche éthique et développement durable et de tous les ODD comme a dit Karine. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne suite de salon.